Honorables membres du jury, nous de l'Université Nongo Conakry allons conclure ce débat pour notre part en réaffirmant notre ferme et indéfectible soutien à cette thèse de Harry David Thoreau qui affirme, je cite, « Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins ». Pour nous du camp affirmatif, cette assertion représente un symbole, un idéal, voire un modèle de mode de gouvernance qui inspire tous les États du monde qui sont épris de gouverner dans la promotion de l'initiative privée et la réalisation d'un développement durable et harmonieux en mettant le peuple au tenant et à l'aboutissant de sa construction du bonheur sociétal. Tout au long de ce débat, nous avons démontré avec fermeté que le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. Oui, le moins, mais pas le moins présent, ni non plus le moins dynamique ou le moins performant, mais le moins gênant et le moins contraignant autant que possible en matière économique, politique, sociale. Oui, nous l'avons suffisamment démontré. Et nous sommes convaincus que cette thèse de Harry David Thoreau est sans antithèse fiable. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui garantit l'idéal et les aspirations démocratiques, socle de toute gouvernance moderne. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui concilie autorité de l'État et respect des droits de l'homme, symbole indéniable de tout État de droit. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui garantit la séparation des pouvoirs. L'un des acquis fondamentaux de l'historique Révolution française de 1789 qui permet d'éviter les abus et les arbitraires. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui garantit la déconcentration et la décentralisation dans l'administration, qui permet d'alléger la lourdeur du pouvoir central et de garantir l'autonomie des collectivités locales. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui garantit l'émergence du secteur privé, symbole indéniable de tout développement économique prospère. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui gouverne le moins gênant, le moins contraignant, mais le mieux régulateur. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui gouverne le mieux en tenant compte des réelles aspirations des peuples à travers les institutions et les relais d'information. Le gouvernement le meilleur est celui pour nous de l'Université Nongo Conakry, celui qui gouverne le moins parce qu'il est celui qui promeut la bonne gouvernance et le bonheur social. Honorables membres du jury, sur ces phrases, nous clôturons ce débat. Et ce fut pour nous un immense plaisir de passer devant vous. Nous vous remercions. Dans quelle langue faut-il le dire enfin pour que tous ici comprennent? Peut-être en latin? Ad absurdum, jusqu'à l'absurde. Cette expression latine indique que certains raisonnements poussés à leurs ultimes conclusions au nom d'une logique imperturbable aboutissent à une complète absurdité. Ce qui correspond à l'expression française « prouver tout » et son contraire. C'est le cas de l'auteur de notre assertion, honorable membre du jury, Harry David Thoreau. Pour le prouver, nous resterons dans le même ouvrage. Le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. Première phrase de la première page du livre Désobéissance civile de l'écrivain américain Henry David Thoreau, publié en 1849. L'auteur explique cette assertion dans le même paragraphe par le fait que le gouvernement le meilleur est celui qui ne gouverne pas du tout. Celui qui ne gouverne pas du tout, honorable membre du jury. Entendez par là un gouvernement sans autorité, un gouvernement où ce ne serait pas la loi qui trancherait du bien ou du mal, mais la conscience. Si tel est le cas, alors que je ne m'arrête pas quand le policier me dit « stop ». La deuxième phrase du deuxième paragraphe de la quatrième page l'élucide clairement d'ailleurs. Sur ce point, dit-il, chacun est juge, tout comme vous et moi, honorable membre du jury, ainsi que le violeur, le cambrioleur, l'assassin. Voilà ce qu'on nous propose, cher public. Voilà ce que prennent d'ailleurs les vaillants défenseurs du camp affirmatif. Dans le même paragraphe, cette fois-ci à la troisième phrase, il est inscrit ceci. Un peuple aussi bien qu'un individu doit faire la justice à tout prix, honorable membre du jury, au prix de la loi du plus fort, d'injustice, d'effusion de sang, que l'on me réponde. Pour soutenir les idéaux de Thoreau, faut-il encore le comprendre? Nous parlons d'un homme qui a choisi de s'extraire de la société en déclarant ceci. Par le présent acte, je sous-signé Henry Thoreau déclare ne pas vouloir être tenu pour membre d'une société. Plus loin,
Si j'avais pu nommer toutes les sociétés, j'aurais signé mon retrait de chacune d'elles. Un tel homme serait-il crédible au point de nous parler de l'organisation de la société, du gouvernement? Que l'on me réponde. Toro est un essayiste philosophe qui tente d'explorer son imagination. Il le prouve clairement d'ailleurs en disant ceci. Je me plais à imaginer un état enfin, que j'ai imaginé certes, mais encore vu nulle part, honorable membre du jury. Deuxième paragraphe de la 11e page. Je m'accrocherai à présent aux lèvres de Platon qui disait ceci, dans son ouvrage Pour connaître à la page 18. La pensée de l'être dévoile l'être. Eh bien, la pensée de Toro le dévoile. Mesdames et messieurs, au terme de ce débat, nous espérons interpeller au-delà du monde universitaire les autorités, les juristes, les économistes. Je vous remercie. Est-ce que vous êtes là? Qui sera champion? Pardon? On le saura à travers en tout cas la délibération qui sera faite par ces honorables membres du jury. Écoutez, ça a été passionnant, ça a été très intéressant ce débat. On a remarqué qu'ils sont pleins d'imagination, qu'ils sont pleins de génie, qu'ils sont pleins de talent. Est-ce qu'on peut applaudir pour la jeunesse guinéenne, s'il vous plaît? Alors, à présent, on va accueillir sur ce plateau de cette grande finale de la première édition du concours Les Grands Débatteurs, Monsieur le directeur général du groupe Adafo Média et Monsieur le directeur général adjoint du groupe Sonoco qui a bien voulu accompagner cet événement. Écoutez attentivement, s'il vous plaît, l'information qui sera véhiculée est importantissime. Écoutez avec beaucoup d'attention. Bonjour tout le monde. Je reviens sur ce podium pour vous annoncer une nouvelle. Avec le niveau hyper élevé de cette compétition, on a aujourd'hui avec nous un de nos partenaires turcs. Il a réellement apprécié, disons, les débats. Donc, il vient d'offrir une bourse d'études pour la Turquie pour l'édition 2017. On applaudit! Ça s'applaudit! C'est un exploit pour cet événement. Donc, on tient à remercier M. Hassan. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, il n'était pas convié, mais vu qu'il est en Guinée, il a dit qu'il allait participer à cette compétition. Avec le niveau élevé, il n'a pas pu s'abstenir. Il dit qu'il offre une bourse pour l'édition 2017. Merci beaucoup. On applaudit. Merci. Ça devient intéressant tout ça. Les grands débatteurs, nos élites, ils s'affirment et se confirment en même temps. Messieurs, madame, les jurés, vous êtes priés de bien vouloir vous retirer. On applaudit pour les membres du jury, s'il vous plaît. L'instant fatidique, l'instant où tout se dessine, c'est en tout cas la grande finale de cette première édition, Sonoco Challenge, les grands débatteurs. Tout au long de ce périple qui a commencé depuis la somptueuse salle Espace Malik Condé de l'université Kofi Annan, pour qu'on puisse se retrouver ici dans cette mythique salle du Palais du Peuple pour immortaliser ce moment. L'aventure a été passionnante, l'aventure a été émouvante. C'est pourquoi je vais vous inviter à observer cette vidéo des meilleurs moments
de la première édition du concours Les Grands Débatteurs Sonoko Challenge. Les grands débatteurs! Les grands débatteurs! Je n'entends rien. Les grands débatteurs! Les grands débatteurs! Public, applaudissez pour vous tout simplement. Merci d'être avec nous sur Espace TV et bienvenue dans votre émission Les Grands Débatteurs sur Espace TV évidemment. Nous mettons en compétition différentes universités de la capitale Conakry avec pour thème aujourd'hui Ebola, ce virus qui a décimé des familles entières. Vous avez donc deux camps, le camp affirmatif qui va soutenir l'assertion et le camp négatif qui va tout simplement refuter cette assertion. Le thème Ebola est une opportunité pour la Guinée. Ebola est une opportunité pour la Guinée. Je m'exprimerai devant vous ce soir avec un cœur saignant quand j'entends mes adversaires me dire que cette affirmation de dire que Ebola est une opportunité pour la Guinée est une affirmation absurde. Permettez que je vous rappelle que Ebola est bel et bien une opportunité pour notre cher pays, la Guinée. Car depuis la déclaration des états d'urgence sanitaire internationale faite par l'OMS, tous les États du monde se sont mobilisés afin d'apporter une aide concrète à la lutte contre cette maladie pour la Guinée et les pays touchés par cette épidémie. Oui, bien sûr que ces aides se sont manifestées dans plusieurs domaines et concouraient à la qualification du système de santé et au renforcement des capacités des structures sanitaires. Parce que vous êtes tous conscients avec moi que le système de santé guinéen est faible. Bref, la Guinée a eu ce qu'on appelle un appui technique. La Guinée a bénéficié d'une forte expertise étrangère provenant de plusieurs États du monde. La présence de ces éminents spécialistes dans notre pays ont contribué à la prise en charge des patients et la formation du personnel, sachant que notre système de santé est vraiment faible et nul et médiocre. Bonjour. Assertion. Ebola est une opportunité pour la Guinée. Nous, du camp négatif, refutons cette absurde idée selon laquelle Ebola est une opportunité pour la Guinée. Au jour d'aujourd'hui, votre honneur, charmant public, la notion d'Ebola n'a plus besoin d'être rappelée, car connue du dernier paysan du dernier village de la Guinée comme étant un virus hémorragique mortel. S'atteler donc à rappeler l'origine du virus Ebola serait qu'une activité improductive, sinon qu'une perte de temps qui ne servirait qu'à ennuyer les membres du jury que vous êtes. Nos adversaires, en présentant Ebola, n'ont su dire avec exactitude qu'est-ce qui veut dire opportunité en rapport avec une épidémie qui ravage, qui décime des vies. Car une opportunité est une occasion favorable, voire une chance d'ordre économique, social, culturel pour une personne, une nation ou un peuple. Il est donc fondamental de rappeler que depuis déjà plus d'une année qu'elle sévit sur notre terre, le constat qui se pose est amer. Oui, très amer. 3700 orphelins selon l'UNICEF, une chute du taux de croissance de l'économie de 4,5% à 2,4% selon la Banque mondiale, une croissance de la Guinée nulle. C'est avec donc un cœur rempli de tristesse, votre honneur, charmant public, que je m'en vais prononcer ceci. Ebola tue, Ebola est grave, Ebola disperse, Ebola confronte, Ebola affronte, Ebola n'est pas une opportunité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans prétendre à une quelconque perfection et parlant sous le contrôle du jury, je m'en vais développer le premier élément
de notre série d'argumentations. Élément selon lequel la libéralisation de la presse a renforcé le secteur juridique et institutionnel. D'ailleurs, il faut le dire, cette première argumentation colle avec la toute dernière affirmation, sauf qu'il y a contradiction. Je vais d'abord bondir sur les dernières impressions ici. Lorsqu'on parle des bavures de la haute autorité des communications, mais c'est justement parce que la presse est aussi libre que la presse a amené l'autorité de régulation à s'auto-réguler. Parce qu'elle est revenue sur sa décision. Chers camarades du camp pour de la loi 002, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas encore compris le sens réel de cette loi. Michel Tosi, professeur-chercheur à l'université Montpellier 3 de la France, dans l'un de ses articles publiés, il est mentionné la libéralisation de la presse. Oui, mais jusqu'où? Ce grand homme pense qu'autour de ce thème, plusieurs problématiques peuvent surgir. Mais celle-ci, elle est fondamentale et imposante parce qu'elle nous permet de connaître un cadre lié à ce thème que chacun de nous ici présent, tout comme l'équipe adverse, pourrait ignorer. Et ce cadre n'est autre que le côté juridique du thème. C'est ce cadre qui nous permet de connaître quelle est d'abord la loi à laquelle la presse est soumise. Quels sont les textes de loi qui couronnent cette loi? Bonsoir. Ça fait plaisir ici d'entendre que l'homme africain, que nous disons que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Complètement faux. On a juste dit que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Ce qui veut dire que cette Afrique est bel et bien rentrée dans l'histoire. Mais quelle histoire? Cette histoire antique. Il faut qu'on se défasse de ça. Il faut que l'Afrique commence à écrire son histoire et cette histoire contemporaine. On n'a pas besoin d'aller loin pour prouver tout ça. Regardons les réalités que nous vivons dans notre pays, tout simplement. Aspect agricole, l'Afrique n'est pas assez productive. L'Afrique a besoin d'importer chez les autres pour qu'on puisse se nourrir. Ce discours de Nicolas Sarkozy, cette accession dans laquelle il dit que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, c'est la plus répugnante et la plus connue de ce controversé discours. Comment il peut dire que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire? L'Afrique est tout d'abord là où tout a commencé, car l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. C'est la matrice mondiale qui crée l'homme pendant que la vie était impossible dans les autres régions. Il faut rappeler que la contribution de l'homme africain au progrès scientifique et technique mérite d'être. L'homme africain, par sa créativité, a influencé le monde technique et scientifique, ce monde contemporain dont nous parlons. On peut en citer des noms, comme l'a listé le site panafricain, mon site, le 19 avril 2012. On peut en citer des noms. Il y a des scientifiques africains, il y a des scientifiques, il y a des techniciens africains qui ont participé au progrès de l'Afrique en particulier et de l'humanité tout entière. Parlons de Cheikh Modibo Diarra. Il a travaillé 17 ans pendant la NASA. Il était parmi les précurseurs de la conquête de la planète Mars. Parlons de Cheikh Anta Diop, physicien sénégalais. Il est le père de la recherche scientifique africaine. C'est grâce à lui qu'on sait aujourd'hui que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Je suis reconforté. Je me sens à l'aise. Mon équipe et moi, nous nous sentons bien à l'aise. La France, un pays phare, qui, aujourd'hui, est l'un des pays qui défend fermement la démocratie. Dans la Constitution française, le Code de procédure pénale, dans son article 16, stipule « Un juge français est libre d'acquitter ou d'atténuer
un désobéissant civil. Benito Mussolini, Adolf Hitler, Blaise Compaoré, Pierre Nkurunziza, ces chefs d'État, qu'est-ce qui les a foutus à la porte? La désobéissance civile. Lorsque des millions de Juifs étaient exterminés dans des camps de concentration, le peuple allemand n'était-il pas obéissant? Grâce au monde entier, Theodore Roosevelt, Staline ont pris conscience qu'il fallait changer le cours des événements. Alors mes chers, si vous êtes d'accord d'obéir, car Saint-Augustin dit, devant une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. Honorables membres du jury, cher public, il est temps de revenir dans le débat. J'ai entendu le nom de Gandhi, de Martin Luther King et de Nelson Mandela. Gandhi, sa lutte, c'est dans le cadre de la décolonisation. Et la lutte de Martin Luther King, c'est dans le cadre du racisme. Et nous, nous sommes dans un régime démocratique. Honorables membres du jury, cher public, la désobéissance civile, c'est la négation même de la règle de droit, une pratique totalement inadmissible dans une société démocratique. La désobéissance civile met en péril la démocratie, alors que l'obéissance des citoyens à la loi de la majorité est l'un des fondements essentiels de la démocratie. La désobéissance civile développe l'incivisme dans un pays. On ne respecte plus les normes qui nous gouvernent. Pourtant, nous devrons tous participer au développement intellectuel, économique et social de notre nation. C'est pourquoi la disposition de l'article 29 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule, je cite, « L'individu a le devoir de servir sa communauté nationale en mettant ses capacités physiques et intellectuelles à son service. » Honorables membres du jury, cher public, la désobéissance civile précarise les institutions et fragilise les institutions. Pourtant, nous aimons tous rappeler cette phrase de Barack Obama, « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. » Comment avoir des institutions fortes quand nous piétinons nos textes de loi, quand nous désobéissons à notre Constitution? À cela s'ajoutent les conséquences économiques de la désobéissance civile. La production du pays est affectée, il y a l'instabilité. Les investisseurs vont refuser d'investir dans le pays. L'économie est alors fragilisée. Je vois qu'il y a beaucoup d'électricité dans la salle. Alors, avant qu'on ne passe à la délibération, je voudrais tout d'abord vous dire combien de fois le jury ici présent et moi-même sommes subjugués. Subjugués par la présence d'une jeunesse forte, d'une jeunesse intelligente, d'une jeunesse émancipée. Je pense que le premier tour d'applaudissement doit être pour vous-même. Vous savez, c'est extraordinaire quand chaque jour on dit que la jeunesse guinéenne n'est pas qualifiée, n'a pas un bon niveau, qu'on se rende compte que dans cette salle mythique du Palais du Peuple, qu'on retrouve une jeunesse mobilisée pour venir pour une activité intellectuelle. Félicitations.
parce que vous êtes venus célébrer l'intelligence, vous êtes venus célébrer l'excellence. Et pour cela, nous sommes très fiers de vous. Très fiers de vous parce que ça donne de l'espoir. Ça dit que demain, la Guinée sera une Guinée meilleure. Et oui, le jeune qui dit employez-nous, vous avez raison. Quand vous êtes qualifiés, quand vous êtes les meilleurs, vous aurez toujours du boulot, vous aurez toujours du travail. Soyez-en sûrs. Je voudrais, pour le deuxième point, féliciter le groupe Sonoko. Je voudrais qu'ensemble, qu'on puisse les acclamer de la manière la plus forte. Vous savez, l'organisation à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, on n'aurait pas eu une telle organisation, une bonne organisation, s'il n'y avait pas un soutien du secteur privé. Et alors je dis au groupe Sonoko, au PDG et au DGA adjoint plutôt, toutes nos félicitations, nos remerciements pour accompagner cette jeunesse intelligente, cette jeunesse dynamique et cette jeunesse forte. Et nous invitons d'autres sociétés à leur responsabilité sociale de continuer à accompagner des initiatives privées. C'est à travers les initiatives privées qu'un pays peut avancer. Et aujourd'hui, c'est la preuve éloquente, l'exemple éloquent d'une initiative privée qui réussit. Et en troisième, féliciter naturellement les organisateurs qui ont travaillé sans relâche. Le groupe Adafo Média, pour tout ce qu'ils ont fait. Et grâce à eux, nous sommes ici tous réunis ce matin du samedi 11 juin. Alors, ces deux universités qui sont arrivées à la finale, je voudrais qu'on puisse les applaudir toutes. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une école qui gagne aujourd'hui, mais à mon avis et à l'avis de tous les jurés ici présents, c'est l'école guinéenne qui a gagné aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais féliciter le courage de ces jeunes gens de prendre la parole en public. Ce n'est pas chose aisée que ces jeunes filles, ces jeunes messieurs viennent devant vous, à ce parloir, s'exprimer devant vous de la manière la plus éloquente, la plus intellectuelle que possible. Je dois dire toute mon admiration face à leur courage, face à la force de leur conviction qu'ils ont défendue avec force et avec énergie. Félicitations à vous. Alors, le public s'impatiente parce que vous voulez sauter de joie pour savoir qui a gagné. N'est-ce pas? Alors, après avoir totalisé... Ah mais s'il n'y a pas trop de silence, on va retarder un peu. Alors, le débat était très serré. Très serré. Un des camps, la moyenne, 123,6. Et le deuxième camp, 127,25. Pour vous dire qu'il y a une différence que de 3 à 4 points entre les deux équipes. Alors, le camp qui a remporté la grande finale des débatteurs, c'est bien l'Institut supérieur de l'information et de la communication.
Attention, musique de Koutia. C'est pas fini. Rejoignez de la musique de Koutia. C'est pas fini, s'il vous plaît. De la grande finale du concours des grands débatteurs. On se calme. 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 On est fou de joie. Mais on se calme, c'est pas fini. On se calme, s'il vous plaît. Les supporters de musique. On se calme, s'il vous plaît. C'est pas fini. Rejoignez-moi là, s'il vous plaît. C'est pas fini, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. S'il vous plaît, il y a encore plus important à dire. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avec votre permission, naturellement, les étudiants d'ISIC, invitez mademoiselle Oumoul Khairati d'abord, qui a été la première qui a débattu pour l'université Nongo Conakry, avec son équipe naturellement, de venir ici. L'équipe du NC est priée de se joindre à monsieur le ministre. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Vous savez, aux étudiants d'ISIC, nous voulons leur dire qu'ils doivent faire avec beaucoup de modestie. Quand on gagne une compétition aussi difficile, nous les invitons encore une fois à féliciter l'université Nongo Conakry. Et je vais donner la parole à un ou une d'entre elles ici de pouvoir s'exprimer et vous dire tous les remerciements et comment ils ont été gratifiés par le public exemplaire que vous avez été aujourd'hui. Alors, au sortir de cette compétition, moi je me trouve grandi, je me trouve respecté, je me trouve mûri, je nous trouve mûri et nous trouve grandi. C'est qu'à l'issue d'une compétition, il faut un gagnant et un perdant, tout naturellement. Mais ça ne fait pas en sorte que je doute de ma compétence, ni de la compétence de mes coéquipiers ici présents. Et je respecte nos adversaires d'ISIC parce que ils ont gagné. Je tiens à remercier, nous tenons par ma voix à remercier toutes les personnes de près ou de loin. Je commence par mon papa qui est dans la salle, qui m'a beaucoup encouragé. Mes soeurs, mes frères, le public du NC, le public de Kofi, et tous les autres débatteurs des autres équipes qui ont été éliminées pour leur soutien, tout à fait renouvelé à chaque étape de la compétition. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de cette compétition. Je ne suis pas triste, je suis contente. Je suis l'une des gagnantes de la compétition parce que je suis en finale. Être en finale, c'est gagner déjà. Je vous remercie. Pour commencer, moi je souhaiterais dire d'abord que je suis à la fois déçu et révolté. Et déçu et révolté pour plusieurs raisons. Parce que je ne peux pas admettre que des adversaires fassent hors sujet, que des adversaires ne soient pas du tout dans le cadre du sujet et que ceux-ci soient vainqueurs de la compétition. C'est non seulement décevant, mais c'est décevant pour l'université guinéenne dans le cadre général. Parce que le thème du débat a toujours été clair. Nos adversaires n'ont pas du tout défendu le thème à débat, mais puisque les gens ont la vidéo, moi je demande respectueusement à tout un chacun
de révisualiser la vidéo davantage et de voir des deux universités compétitrices laquelle a réellement gagné. Ce n'est que sa conviction personnelle. Monsieur le ministre, pour continuer. Alors une fois encore, vous savez, s'il vous plaît, nous comprenons l'amertume du jeune qui vient de parler, nous comprenons sa déception et c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi c'est normal? Parce que c'est un jeune encore, un jeune qui rêve, un jeune qui veut encore aller plus loin, qui n'accepte pas la défaite. Mais fort malheureusement, il faudrait qu'il y ait aujourd'hui un gagnant et un perdant. Mais nous disons à ce jeune de continuer à se battre, de continuer à se battre, de continuer à croire en lui. Mais la force de la réussite, c'est aussi d'accepter à un moment donné que l'on décide pour vous et que vous acceptiez avec grandeur la décision qui sera la voix de la majorité, la voix de l'arbitre. Voilà. Félicitations à toute l'équipe et nous disons bon courage et bon vent à l'équipe UNC. Alors, nous allons maintenant vous donner le nom du meilleur qui aura débattu aujourd'hui. Et naturellement, la règle veut que le meilleur débatteur soit du camp des victorieux. Et je voudrais ici et maintenant dire que le meilleur débatteur à lui seul a totalisé 117 points. Et je voudrais donner son nom et l'inviter ici à dire un mot. Il se nomme Georges Pascal Milimono. Georges Pascal Milimono, meilleur débatteur, Sonoko Challenge 2016. S'il vous plaît, écoutez, il bénéficie d'une année de master au Maroc. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Merci à tout le monde. Vous le constatez, je suis très ému. Les mots me manquent parce que je ne sais comment vous remercier. Ce prix, je commence d'abord par remercier Dieu. Dieu parce que c'est lui qui m'a donné ce prix aujourd'hui. Et après, je remercie aussi mes parents. Mes parents qui m'ont fait un grand cadeau en me mettant à l'école. Parce que c'est grâce à l'école que j'ai reçu ce prix aujourd'hui. Je remercie aussi mes encadreurs de l'ISIC et tous les étudiants. Car sans vous, moi Georges, je ne suis rien. Voilà ce que ça donne. Les mots me manquent parce que je n'ai pas de mots pour vous qualifier. Le mot qui existe, c'est merci. Alors merci à vous. Merci. Merci. Le jury est donc prié de bien vouloir rejoindre. Le président reste avec nous, monsieur le ministre. Pour les autres jurés, vous pouvez rejoindre vos places respectives.